Alors donc, bonjour, merci de m'avoir invité, c'est cool. Vous m'expliquerez comment vous m'avez trouvé et pourquoi vous m'avez invité, c'est bien, parce que je ne vous connais pas beaucoup. Donc, l'idée, c'est de parler d'astrophysique de manière très accessible. Alors effectivement, je suis chercheur, enfin je suis professeur à l'Université Paris-Saclay, je suis chercheur en astrophysique et je m'intéresse en particulier à l'origine de l'univers et à donc, ce qu'on appelle la cosmologie, l'étude de l'univers dans son ensemble et en particulier l'observation, c'est l'image qui est à l'écran, de la première lueur de l'univers qui a été relâchée juste après le Big Bang et qu'on étudie et qui nous permet de mesurer de nombreuses choses sur cet univers physique, hein, l'âge de l'univers, sa géométrie, la composition globale, voilà, tout un tas de choses intéressantes. Je remets la fenêtre de chat qui a disparu. Alors, pourquoi j'ai choisi 1990? Parce que c'est malheureusement pas mon âge, je suis un peu plus vieux que ça. C'est parce que c'est deux dates symboliques. Je disais aussi, voilà. Il y a deux dates symboliques. 1990, ça correspond à la mise en orbite du Hubble Space Telescope qu'on voit à gauche, donc le télescope spatial Hubble, qui est de la NASA, mais on l'oublie aussi, de l'ESA, l'Agence spatiale européenne, qui a contribué. Et donc là, c'est une très belle image de, alors c'est pas du lancement hein, en 90, c'est la dernière image de la dernière servicing mission du Space Shuttle, donc dans les années 2009, et donc c'est la dernière fois qu'il l'avait, disons, corrigé, remis à jour, et puis voilà, là, il vole toujours, il est toujours fonctionnel, de plus en plus difficilement, mais il fonctionne toujours. Et donc, c'est vrai que depuis avril 90, donc date de la mise en orbite du Hubble, il y a quand même pas mal de beaux résultats qui sont intervenus. Il n'y a pas que ça, hein, il n'y a pas que Hubble dans la vie, mais quand même, ça a marqué enfin, la science, mais aussi les esprits, parce que la NASA a fait une grosse communication autour du Hubble. Et puis en haut à droite, il y a le James Webb Space Telescope, une image extraordinaire fournie par Arianespace, donc nous les Européens, pour le lancement donc, du successeur de Hubble, le James Webb, qui est maintenant arrivé au point de Lagrange L2, vous avez peut-être suivi ça. Il a été lancé le jour de Noël, le 25, et tout fonctionne bien jusqu'à maintenant. Ils sont toujours en mode de test pendant encore plusieurs mois, et il y a une grosse contribution européenne et canadienne, donc ce n'est pas que la NASA, mais c'est aussi européen. Donc voilà, ça fait 32 ans, hein, bon, voilà, j'ai arrondi à 30 ans, mais voilà le contexte et voilà l'idée de raconter ces à peu près 3 dernières décennies. Alors, je vais évidemment être super partiel parce que je ne vais pas tout vous raconter. D'abord, je ne sais pas tout, hein, et même ce que je sais, voilà, ça serait un peu long et catalogue. Donc, j'ai choisi de manière absolument subjective plusieurs sujets. Voilà, j'espère que ça vous intéressera. Alors d'abord, il faut savoir qu'en astrophysique, on utilise principalement la lumière. Pas que, hein, j'y reviendrai vers la fin, mais quand même essentiellement la lumière qui est un vecteur d'information, parce qu'évidemment, on ne peut pas aller sur place, sauf dans le système solaire. Et encore, c'est compliqué d'aller sur Mars, alors on y arrive, hein, avec des missions, etc. Une mission américaine, New Horizons, a même survolé Mercure Pluton en quelques heures, donc aux confins du système solaire, mais bon, c'est quand même pas hyper facile. Donc, on voit par exemple la galaxie d'Andromède, là, qui est à, je crois, 2 millions d'années-lumière ou 1,5 million, donc hors de question d'y aller, en tout cas à un temps de vie humain. Donc, on utilise la lumière qui nous parvient. Et ça tombe bien parce que la lumière nous apporte beaucoup d'informations. Vous voyez une très belle image qui est prise par un astronome amateur, avec des belles couleurs et tout. Et voilà la même image prise dans l'infrarouge depuis l'espace, hein, parce que l'infrarouge passe mieux depuis l'espace. Et je crois que j'ai une autre image. Ah non, j'ai pas une autre image. J'avais l'image en ultraviolet que je montre parfois. Mais enfin, donc vous voyez l'idée, la galaxie d'Andromède ne ressemble pas du tout selon qu'on observe dans le visible ou l'infrarouge. Hein. En gros, l'infrarouge et le visible ne se ressemblent pas. En infrarouge, vous voyez quelque part le négatif de ce qu'il y a dans le visible. Hein. Dans le visible, vous voyez des petites bandes sombres, et dans l'infrarouge, c'est ce qui est brillant. En rouge ici, hein, c'est les fausses couleurs, bien sûr. Donc l'infrarouge, là, c'est quelques microns. Je ne sais pas si vous êtes familier avec les longueurs d'onde d'observation, mais on est beaucoup plus loin que ce que l'œil peut voir, évidemment. Hein. On est typiquement là entre 1 et 20 microns, donc infrarouge thermique, parfois les gens appellent ça. Donc, ces rayonnements nous indiquent des températures, des corps qui émettent, et donc nous indiquent finalement quelle est la physique qui aboutit à ces processus d'émission de lumière. Et donc, en fait, on peut faire de la physique juste en regardant les longueurs d'onde des objets. Donc, par exemple, sur cette image infrarouge, ce qui est codé en rouge, c'est de la poussière chaude, c'est là où se forment des étoiles.
pas beaucoup, mais c'est là où il y a des poussières chaudes. Et bingo, c'est là où on ne voit rien dans le visible, parce que comme il y a des poussières… Alors des poussières, oui, en astrophysique, c'est des molécules. Hein. Des molécules un peu grosses, voilà, parfois même des petits grains de silicium, etc. Et dans le visible, ça absorbe, ça fait ces bandes noires. Au centre, en revanche, c'est des étoiles vieilles. Alors bleu ici, sur cette image en fausse couleur infrarouge. Donc vieilles, plusieurs milliards d'années, voilà, et peu massives. Et alors que dans le visible, elles apparaissent un peu jaunes. Et puis il y a une petite voisine, une galaxie qui est ici, NGC 205, qui est une petite galaxie voisine qui apparaît, elle, vraiment que composée d'étoiles vieilles. Voilà. Donc on voit juste en regardant les images que la composition physique en termes d'étoiles et de poussière est différente. Donc on utilise la lumière. On utilise aussi des télescopes pour accumuler cette lumière. Et alors j'aime bien montrer les progrès des télescopes et des détecteurs. Voilà une image qui représente que des galaxies sur cette image. Que des galaxies. C'est une image qui date d'il y a longtemps, 85, qui est prise par un des très grands télescopes au sol. C'était un des plus grands à l'époque, le Canada-France-Hawaii Telescope, donc le CFHT sur l'île d'Hawaï, donc avec une contribution française, comme le nom l'indique. Et en fait, c'est ma collègue de Toulouse, Geneviève Soucaille, qui a découvert cet arc gravitationnel, c'est-à-dire que vous avez tout un tas de galaxies ici, ça fait beaucoup de masse, et en fait, on voit une galaxie dont l'image est complètement perturbée à cause de la masse de la masse. Donc, c'est une galaxie qui est derrière l'amas de galaxies par rapport à nous, et son image est déformée par effet de relativité générale, de masse, de matière noire. Alors, si vous n'êtes pas familier avec la relativité générale, ce n'est pas grave, ça vous dit juste que la matière, elle dévie la lumière, un peu comme je sais pas, je n'ai pas d'image là, mais bref, vous avez peut-être vu l'image du drap, hein, où vous mettez des billes dedans, et puis si votre drap est un peu incliné, les billes tombent dedans, voilà, c'est un peu le même principe. Donc ça, c'était en 85. En 90, donc 5 ans plus tard, vous voyez que l'image est bien meilleure, et on n'a pas changé de télescope. On a pris le même télescope, donc 3,60 m de diamètre, c'est quand même un gros bébé, et on a changé la caméra. On a mis une caméra plus performante, et puis on a mis des filtres pour recréer une image couleur. Donc vous voyez que les progrès technologiques nous aident quand même à mieux voir. On voit que la couleur de l'arc, la galaxie qui est un arc gravitationnel, n'est pas la même que les autres. Donc on se dit que c'est une galaxie de nature différente, indépendamment de sa forme. Et puis, bon, après, vous utilisez la masse, l'arme absolue, le Hubble Space Telescope, et là, vous avez des images absolument impressionnantes, même si le télescope est plus petit, hein, il fait 2,40 m de diamètre. C'est la taille du télescope qui compte, hein, pour accumuler la lumière. Et donc là, vous avez une image exquise, vous voyez une galaxie spirale, mais dont une partie de l'image est déformée par en fait, la masse de la masse de galaxie. Et tout ça, c'est des galaxies qui contiennent chaque… Et bon, ça aurait pu être fait en 90 aussi, hein, mais là, ils ont utilisé la dernière caméra en 2009. Donc les progrès technologiques permettent aussi de mieux comprendre l'univers. Bon, vous vous en doutiez, mais… Pour comprendre l'univers, il faut aussi des lois physiques, parce que ce n'est pas juste de l'observation. Et là, c'est ce que j'ai fait faire à mes étudiants de L2, donc deuxième année, où je leur ai fait étudier les lois de la gravité. En fait, ce n'était pas Thomas Pesquet dans l'espace, c'est Playmobiles in Space. Hein. Je ne sais pas si vous connaissez Pigs in Space du Muppet Show. Mais enfin, voilà, là, c'est Playmobiles in Space. Et donc, on utilise les lois de la physique pour permettre ce genre d'expérience et montrer que ces petits Playmobil, là, ils sont en fait en microgravité. Et donc, ils sont vraiment en impesanteur, comme les astronautes en ce moment dans l'ISS, la Station spatiale internationale. Et on peut le faire depuis le sol. Voilà. Il faut juste avoir une théorie physique, une compréhension fine de la physique, la gravité ici en l'occurrence, pour pouvoir interpréter tous ces phénomènes. Donc il faut des observations, mais aussi une théorie. Et là, il se trouve qu'on s'amuse avec la théorie pour faire cette petite vidéo, que j'aime bien, parce qu'ils ont fait une vidéo sympa. Et dans, je crois, 1 ou 2 secondes, ils vont montrer le making-of de comment ils ont fait. Bon, ils ont mis leur musique. Voilà, donc c'était dans mon option. Ils avaient ciseaux, scotch. Ils sont tout débrouillés. Moi, je n'ai rien fourni. Ils sont vraiment tout débrouillés comme des grands. Ils ont mis ça dans la boîte, qu'ils ont récupéré je ne sais pas où. Et hop. Et en fait, il suffisait juste d'enlever. Et quand vous, voilà, pas d'enlever, mais de lancer. Et quand vous lancez, en fait, vous êtes en microgravité, puisque vous êtes dans une accélération. Enfin, vous êtes dans un référentiel avec accélération.
Donc voilà, donc c'était pour illustrer de manière ludique, voilà, je passe, le fait que on a besoin d'une théorie. Et ça tombe bien parce que Gottlieb l'avait déjà prédit. Je ne sais pas si vous connaissez Gottlieb, c'est un dessinateur assez génial qui est décédé depuis quelques années, qui représente de manière très imagée et humoristique l'invention de la gravitation universelle par Sir Isaac Newton au XVIIe siècle. Et de manière un peu plus sérieuse, Jim Peebles, dont j'ai retrouvé une phrase là, dans un de ses articles de 2015, qui n'est rien de moins qu'un prix Nobel de physique 2019, voilà, en cosmologie. Il explique cette démarche parce qu'après tout, on peut se demander est-ce que l'astrophysique est une science, sachant qu'on ne peut pas faire d'expérience, hein, on ne peut pas faire un Big Bang chez soi, on ne peut pas faire une explosion d'une supernova chez soi, voilà, ni même sur Terre. Voilà. Donc, finalement, est-ce que c'est une science parce qu'on ne peut pas expérimenter? Alors, en fait, oui, c'est une science, un peu comme une science naturelle. Et il explique le processus, donc il lit la phrase d'en haut, hein, il dit on fait des progrès en faisant émerger des idées, hein, on peut dire des hypothèses, et aussi par des mesures. Et ces mesures, elles inspirent et elles attaquent ces fameuses idées ou hypothèses. Et donc ce processus, hein, entre idées, hypothèses théoriques d'une part et mesures et expériences d'autre part, ce processus se répète avec des checks successifs, donc voilà, des vérifications successives, et également des approximations successives. C'est-à-dire que vous ne sortez pas un matin, là, comme Newton sur l'image, le dessin avec une théorie complètement aboutie, etc. Vous avez une idée, une intuition, vous la testez, ça merde un peu, ça s'approche, vous faites des améliorations. Alors vous ou les autres, hein, bien sûr, c'est un travail d'équipe. Voilà. Et tout ce processus et ces checks successifs, à la fin, réduisent ces hypothèses, réduisent au sens extirpe, voilà, il y a un effet de sélection. Seules quelques-unes de ces idées arrivent au statut de théorie. Et ces théories sont tellement testées et défiées par les mesures, par les idées des autres, etc., qu'à la fin, on les qualifie pour devenir ce qu'on appelle la science canonique, c'est-à-dire la science établie, ou le modèle standard, ou la science communément admise à un instant T. Donc c'est le cas de la cosmologie, où on a des paramètres cosmologiques, on a la gravitation, la relativité générale, la physique quantique, enfin on a tout ça, mais ce n'est pas sorti comme ça d'un chapeau d'un seul. En fait, il y a eu beaucoup de tâtonnements et d'atermoiements. Et voilà. Donc c'est ça la vraie science, hein, c'est ça, c'est des atermoiements, des approches successives, même en physique, qui est considérée comme une des sciences les plus exactes, disons. Hein, tout ça, tous les jours, ça patouille dans nos labos, ça tergiverse, on y va par approximation successive. Alors, l'autre exemple dans l'introduction que j'aime bien donner, c'est le fait qu'on a une ambition scientifique qui est de comprendre la structure, l'évolution et les lois fondamentales de l'univers, donc qui régissent l'univers et ses constituants, mais de manière le plus, disons, homogène ou avec le plus d'unicité possible. Alors, c'est illustré par ces deux images. À gauche, vous avez le Soleil, qui est prise par un astronome amateur, hein, d'Orsay, il y a un ami, il y a quelques années. Donc, on voit des petites granules, hein, parce que le Soleil vibre. Hein, c'est un peu comme s'il y avait une sorte d'ébullition à la surface. Hein, voilà, il fait 15 millions de degrés à l'intérieur, 6 000 degrés à la surface. Et puis à droite, c'est une image que peut-être vous n'avez jamais vue, qui est en fait tout l'univers, image prise juste après le Big Bang, ce qu'on appelle le fond cosmologique, sur lequel je reviendrai plus tard. On observe avec le satellite Planck qu'on a fabriqué ici à Orsay, hein, à l'Université Paris-Saclay, avec d'autres partenaires bien sûr, mais qui a été fait ici, puis dans mon labo en l'occurrence, hein, l'IAS. Et donc, vous voyez que l'univers, bon, alors même si l'image se ressemble un petit peu, c'était l'idée, hein, mais en fait, l'univers tout entier est beaucoup plus grand que le Soleil. Donc, voilà, les deux n'ont essentiellement rien à voir. Et bien, en fait, l'équation qui régit les vibrations du Soleil à gauche et les vibrations de l'univers à cette époque à droite, parce que oui, l'univers à cette époque vibrait. Je peux vous l'expliquer si vous voulez, ça prendra un peu de temps, mais c'était un plasma chaud, donc en fait, il y avait une compétition entre la gravitation d'un côté et puis la pression de radiation de l'autre. Donc, tout l'univers vibrait sous forme de bulles. Et ben, l'équation qui régit ces vibrations est la même. C'est une équation toute bête, hein, enfin toute bête, les équations ne sont pas bêtes, mais toute simple, disons, qui est la même que celle qui régit le mouvement d'un pendule, hein, ce qu'on appelle l'oscillateur harmonique. C'est une équation différentielle toute simple, du second ordre linéaire à coefficient constant, qui admet pour solution des sinus ou des cosinus que vous devez connaître. Donc, vous voyez, c'est tout simple. Mais alors, c'est ça la puissance de la physique, c'est avec un formalisme, disons, unitaire, alors quand c'est adapté, hein, on n'adapte pas à n'importe quoi, mais avec ce formalisme unitaire, on arrive à avoir
une modélisation, hein, vous savez qu'un modèle, c'est une représentation simplifiée de la réalité, de tout un tas de phénomènes, qu'il s'agisse de l'univers en entier, du Soleil ou du petit pendule que Galilée a mis en équation pour la première fois dans les années 1610, puisque c'est Galilée qui a trouvé la première solution, donc au XVIIe siècle. Donc c'est ça qu'on aime bien en physique, c'est avoir une vision vraiment globale des phénomènes et quelques théories fondamentales qui puissent expliquer une variété de phénomènes. Et puis après, entrer dans la complexité, bien sûr. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de… Alors peut-être revenir quand même un instant là-dessus. Donc vous pouvez peut-être avoir une image de l'astrophysique. Je répondrai à la question tout à l'heure sur la finitude. Et effectivement, l'univers est probablement infini, mais l'image est finie. Ça, je pourrais vous répondre tout à l'heure. Si je ne réponds pas, reposez-moi la question. Mais en fait, c'est juste une question d'horizon cosmologique. Voilà. L'horizon, c'est le fait que juste le temps que la lumière nous parvienne, qu'est l'âge de l'univers. Voilà. Mais je pourrais aller dans les détails tout à l'heure. Donc, vous avez peut-être une image de l'astrophysique qui est, vous savez, on va sur Mars. Bah là, nous, on a construit un instrument là, qui part sur Jupiter là, bientôt, dans quelques mois. Un autre qui est parti vers Mercure il y a un peu plus d'un an, vers le Soleil, là, sur l'orbiteur, qui marche très bien. James Webb, hein, on a fait des choses ici. Alors, c'était le CEA, mais ça fait partie de Paris-Saclay. Moi, je lance la mission Euclide, enfin, moi et bien d'autres, évidemment, hein, l'année prochaine. Voilà. On fait plein de choses, système solaire, univers, etc. On peut se dire, ouais, mais chacun a son domaine. Oui, chacun a son domaine, mais on a toujours cette même ambition d'unicité, d'essayer de comprendre de manière, avec des phénomènes simples et uniques. Alors, je vais vous parler de plusieurs sujets et je ne vous parlerai pas de plusieurs autres, mais vous pourrez me poser des questions. Donc, ce qui est en gris, je ne vous en parlerai pas. Donc, je pourrais vous parler des technologies des télescopes au sol, hein, parce qu'on peut faire de l'astrophysique au sol, bien sûr, avec des télescopes au sol. On peut faire des télescopes dans l'espace, c'est ce qu'on fait ici dans mon labo, hein, astrophysique spatiale, parce que nous, c'est pas nous qui allons dans l'espace, mais c'est nos instruments. D'ailleurs, si un jour vous voulez visiter mon labo, on a une grande salle où on recrée l'espace pour tester nos instruments avant qu'ils soient en orbite, hein, parce qu'il ne s'agit pas de découvrir qui marche ou qui ne marche pas une fois qu'ils sont lancés. Je ne parlais pas non plus de théorie ou de puissance de calcul, qui sont absolument essentielles pour comprendre notre univers, hein, je viens de l'évoquer il y a un instant, il faut des théories, des observations. Je parlerai un tout petit peu de détecteurs, hein, parce que c'est rigolo à voir, et puis je parlerai du système solaire, d'exoplanètes, de formation des systèmes planétaires, trous noirs, galaxies, matière noire, rayonnement cosmologique et expansion de l'univers. Voilà le programme pour les 30-40 minutes qui restent. Alors, détecteur, on l'a vu sur la première image tout à l'heure, vous savez, de l'amas de galaxies, il a pris en 85-90 et par le Space Telescope. On voit que les détecteurs ont un rôle très important pour détecter cette lumière qui nous provient des confins de l'univers. Alors, à gauche, vous savez, vous avez l'image de ACS, de Ball Aerospace, qui a construit ça pour la NASA et donc pour le Space Telescope, qui est la super caméra qui a pris l'image que je vous ai montré tout à l'heure avec la galaxie, qu'on voyait super bien, tout est tiré. Et donc, finalement, la caméra est grande, mais pas non plus extraordinairement grande, mais n'empêche que c'est une techno des années 2000, alors que les premières caméras sur Hubble dataient des années 80, parce qu'évidemment, tout a été… Quand vous faites du spatial, hein, vous gelez une technologie, même si c'est lancé 10 ans après, parce qu'il faut avoir tout testé, intégré, etc. Donc, ce qu'on voyait sur James Webb, là, c'est des technologies qu'on a gelées au début des années 2000. Moi, je bossais pour la NASA dans les années 2000 quand j'étais là-bas. Je bossais sur un autre satellite qui s'appelait Spitzer, mais c'est la même équipe qui a construit un instrument de James Webb, et mes collègues qui étaient déjà sur James Webb, ils étaient en train de geler la technologie quand j'y étais en 2002. Quoi. Donc, vous voyez, ça a été lancé en 2022. Voilà. En gros, la technologie a été gelée il y a 20 ans. Mais bon, ça fait quand même des super technos dans l'espace. À droite, vous avez 340 millions de pixels qui a été fait ici à Paris-Saclay, au CEA Saclay. Plein de détecteurs mis ensemble, et là c'est pour une caméra au sol, au fameux télescope Canada-France-Hawaï dont j'ai parlé tout à l'heure, 3,60 m. Et donc c'est la plus grosse caméra de l'époque, hein, ça date des années 2000 et quelques. Et donc voilà, on fait des énormes détecteurs pour couvrir plus de surface du ciel, voir mieux, voir loin, avoir plus de statistiques, etc. Et là, on a l'arme absolue qui est la caméra. Tout ce que vous voyez en bleu là, à côté de la personne, c'est capteurs CCD, donc des capteurs, un peu comme vous avez dans votre smartphone, sauf que ici, il y a 600 millions de pixels qui vont aller dans l'espace. Alors pareil, si vous envoyez votre smartphone dans l'espace, hein, vous pouvez avec un petit ballon ou je ne sais pas quoi, en gros, il va résister 1,5 seconde parce qu'avec 200 degrés côté soleil et moins 150 degrés côté ombre, votre smartphone va juste fondre et geler en même temps, et tout va, voilà, ça va pas le faire. Donc c'est pour ça, vous voyez, toute l'électronique qui est derrière, etc., il faut des instruments hyper optimisés qui résistent à cet environnement spatial qui est extrêmement contraignant. Et donc c'est la plus grosse caméra qui sera jamais lancée, qu'on va lancer l'année prochaine, en 2023.
Et donc, nous, Paris-Saclay, on est très impliqués dans cette mission spatiale qui s'appelle donc Euclide et dont le but est de mieux mesurer la matière noire et l'énergie sombre dans l'univers. Donc voilà, les détecteurs progressent. Voilà, c'était le résumé. Ah oui, alors là, quand même, je suis obligé de vous montrer quand même mes détecteurs favoris. Parce que quand je bossais à la NASA, donc il y a longtemps, c'est le détecteur que j'ai utilisé principalement, que j'ai testé, etc. C'était une super caméra de la mort qui tue. Elle avait 1000 pixels à l'époque. C'était donc, elle a été conçue à la fin des années 90 et puis on l'a lancée en 2003 quand j'étais là-bas. À peine quelques années après, les Européens ont fait la génération d'après sur le télescope Herschel. Ils avaient des dizaines de milliers de pixels, alors que nous, péniblement, on en avait 1000. Quoi. Donc, vous voyez, là, ça se développe. Et puis à droite, Planck, que vous pourrez voir si vous venez ici, l'instrument le plus performant jamais envoyé qui était destiné à mesurer le fond cosmologique, donc cette première lueur de l'univers, les images que je montrais tout au début, sans trop les décrire. Là, il n'y a que 50 détecteurs, donc on se dit c'est de la rigolade, 50, sauf qu'ils étaient refroidis à 0,1 Kelvin, donc 0,1 degré au-dessus du zéro absolu, qui est la température quasi ultime pour mesurer cette première lueur de l'univers, qui est quand même assez difficile à observer. Donc en fait, on optimise les instruments à l'observation qu'on veut faire. Il n'y a pas un instrument qui fait tout. Donc vous voyez, là, 50 pixels, ça suffisait. Mais par contre, refroidi à 0,1 Kelvin, cela, il valait double en quelque sorte. Eux aussi, ils étaient refroidis à 300 milliK, mais il y avait plus de pixels. Donc vous voyez, il y a une variété de types d'instruments. Alors, on passe à la partie, disons, scientifique, astrophysique. Alors, on explore le système solaire depuis des années. Hein. En fait, voilà, l'humanité est entrée dans l'ère spatiale en 1957, hein, avec le premier Spoutnik, même si bon, il n'y a pas beaucoup de science dessus. Et là, on a, alors là, c'est vraiment nous, c'est même Paris-Saclay, hein, puisque l'image de droite provient de Paris-Saclay, c'est même d'ici, d'Orsay, de mon labo, IAS. On s'est posé sur une comète en 2014, une comète qui s'appelle Churyumov-Gerasimenko, et l'Agence spatiale européenne avait fait cette prouesse unique dans l'humanité de se poser sur une comète avec l'atterrisseur Philae, qui était sous responsabilité ici de l'IAS. Et donc, on a pu faire des photos in situ, donc tout ça à droite, là, c'est vraiment les roches qu'on a pris en photo avec nos caméras faites ici, par mes collègues ingénieurs techniciens, hein. Et donc, on a pu voir qu'il y avait un type de roche, un type de poussière. Ils ont pu mesurer la densité de la comète, mieux comprendre comment les grains se forment. Ils étaient remplis d'eau, de carbone, etc. Mesurer tout ça in situ. Et donc, ça, c'est une exploration qui est rendue possible. Maintenant, on a même maintenant des grains d'astéroïdes qui sont analysés au Japon avec nos instruments, puisque les Japonais ont fait une mission extraordinaire de prélèvement d'échantillons qu'ils ont ramenés. Ils ont atterri en Australie, et puis ils les ont ramenés, et donc nos équipes sont aussi impliquées là-dessus. Donc il y a les robots sur Mars, hein. Vous savez peut-être que le dernier rover Perseverance de la NASA, la plus grosse caméra est française en fait, hein, Supercam, donc principalement Toulouse, mais avec une grosse contribution de Versailles et de Orsay et du CEA Saclay, donc Paris-Saclay au sens large. Donc on est vraiment, voilà, l'Europe spatiale est vraiment en pointe. Voilà, Ryugu à gauche, hein, le fameux astéroïde sur lequel les Japonais ont prélevé des choses. Et puis, il y a plein d'autres domaines dans notre système solaire. Il y a le Soleil qui est étudié de très près, parce qu'il y a de grands mystères, notamment sur comment la couronne solaire s'échauffe à des millions de degrés. On n'est pas sûr de comprendre comment ça marche. Et puis, mes collègues, que ce soit à l'IAS ou à GEOPS, un labo de géosciences à Paris-Saclay, ils ont découvert un nouvel pan de l'histoire de la planète Mars, sur le fait qu'il y avait de l'eau liquide, ça on le savait depuis longtemps. Alors il y a de l'eau sur Mars, hein. Il y a de l'eau sur Mars, sur Vénus, il y a de l'eau partout dans l'univers, mais pas forcément de l'eau liquide, bien entendu, hein. Le liquide, on n'en connaît que sur Terre. Donc il se pourrait qu'il y ait de l'eau liquide dans le sous-sol de Mars, mais ce n'est pas sûr. Mais par contre, donc, il y a de l'eau sous forme de glace et de vapeur, hein, sur Mars, pas de liquide, mais ils essaient de voir, enfin les gens sont convaincus, pas moi parce que je ne suis pas spécialiste, mais qu'il y a eu de l'eau liquide sur Mars, et donc ils essaient de comprendre voilà, pourquoi elle est partie, comment elle était répartie, quand elle était liquide, etc. Donc là, j'ai mis je ne sais plus quel article, mais voilà, avec différentes mesures qui montrent qu'il y avait, je ne sais pas quoi, moi je ne suis pas spécialiste de ça, c'est sympa à voir. Alors les exoplanètes. Les exoplanètes, c'est quoi? Ce sont des planètes qui tournent autour d'autres étoiles que la nôtre.
Donc, on en connaît aujourd'hui plus de 4000. Mais à l'époque, hein, quand moi j'étais étudiant, hein, enfin, je sais pas vous me direz après dans quel cycle vous êtes, hein, quelle année vous êtes, mais enfin, quand j'étais moi en DEA, donc ce qui correspond aujourd'hui au Master 2, eh ben, on avait découvert 0 exoplanète. Donc moi, quand j'étais étudiant, on me disait, ouais, on ne connaît pas les exoplanètes, on en cherche, on ne sait pas si ça existe, on pense que ça existe, mais voilà. Et surtout, on pense que le système solaire, c'est l'archétype du système planétaire qui existe dans l'univers. Donc en fait, tous les systèmes planétaires qui doivent exister, même si on n'en connaît encore aucun autre, ils doivent avoir des grosses planètes, hein, planètes géantes, un peu loin de leur étoile, parce qu'on ne sait pas les former autrement, et puis des petites planètes rocheuses proches de leur étoile. Et puis, par presque un hasard, hein, les collègues suisses, hein, Didier Queloz et Michel Mayor, sur un instrument français, à l'Observatoire de Provence, où j'amène mes étudiants de master, ils ont observé cette étoile, 51 Pégasi, et ils se sont rendus compte, hein, en remettant la phase, que cette étoile avait des variations périodiques de vitesse par rapport à nous. Donc, elle reculait et elle avançait, comme ça, et de manière très, très, très régulière. Et avec une assez grosse amplitude, hein, 50 mètres par seconde, c'est considéré comme assez, même 59, voilà, on peut lire. Et donc, ils se sont dit, oh là là, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est aussi régulier, ça ne peut pas forcément être une rotation des taches solaires ou je ne sais pas quoi. Et ils se sont convaincus qu'en fait, c'était la présence d'une exoplanète qui fait qu'en fait, vous avez peut-être appris ça quand vous étiez petit, hein, quand vous avez un système à deux corps qui tourne l'un autour de l'autre, en fait, tout tourne autour du barycentre du système. Pas autour du centre de l'étoile, mais autour du barycentre. Et donc là, en fait, on voit le déplacement de l'étoile autour du barycentre formé par l'étoile et l'exoplanète. Ce qui veut dire que l'exoplanète doit être costaud pour que l'étoile bouge autant. Non seulement elle doit être costaud, mais elle doit être très très proche de l'étoile. Et donc, ils ont découvert la première exoplanète, bingo, qui était un truc absolument improbable, qui était une planète géante de type Jupiter, qui tournait pas en 1 an comme sur Terre, pas en 88 jours comme Mercure, mais en 4 jours. Un truc qui était juste impossible, prévu par nos théories. Cette planète n'aurait jamais dû exister selon nos théories à l'époque. Donc vous imaginez le bazar que ça a mis. Et donc, Michel Mayor et Didier Queloz à droite ont eu le prix Nobel il y a 2 ans pour ça, pour la découverte de la première exoplanète. Et puis, comme je vous l'ai évoqué tout à l'heure, Jim Peebles, qu'il a eu, lui, pour autre chose, on y reviendra, pour tout ce qui est matière noire, énergie sombre. Alors, maintenant, on connaît plus de 2000 exoplanètes. Donc, on appelle ça des Jupiter chauds, les planètes géantes qui sont proches de leur étoile, qui ne devraient pas exister, jusqu'à des exotères, voilà. Donc des planètes peu massives. Alors, on les classe selon deux axes. L'axe vertical, qui est en gros, est-ce que vous êtes proche de votre étoile, la zone chaude, et puis ou si vous êtes loin, hein. En gros, c'est la distance à l'étoile, et puis la zone froide. Et puis sur l'axe X, c'est la masse en gros des planètes. Donc à gauche, petite masse, à droite, grande masse de type Jupiter chaud. Et donc effectivement, quand vous voyez c'est des fausses, enfin c'est des images d'artistes, hein, puisqu'on n'a aucune image de ces exoplanètes, enfin peut-être une, mais sous forme de points. Donc on ne sait pas à quoi ça ressemble. Donc ce sont des illustrations. Et les chiffres qui commencent à dater, hein, ils datent de 2018, indiquent le nombre d'exoplanètes découvertes dans chaque catégorie, donc masse et distance à l'étoile. Et donc, vous voyez qu'on est complètement dominé par des exoplanètes qui sont très, très proches de leur étoile, et en plus qui sont très massives. Donc, soit des super-terres, donc plus massives que la Terre, mais y compris des planètes géantes, qui tournent en quelques jours, donc des trucs qui n'existent vraiment pas dans le système solaire. Alors, comment ces planètes existent? Eh ben, déjà, les collègues ont eu du mal à s'y mettre. Voilà. Donc, ils ont trouvé, en fait, effectivement, on ne peut pas former une exoplanète grosse et chaude, voilà, de type Jupiter chaud. Oui, ça, vous m'entendez bien? Et donc, on ne peut pas former une exoplanète proche de l'étoile. Ça, c'est effectivement toujours considéré comme impossible. Par contre, on peut la former loin, comme Jupiter. Mais ils se sont rendus compte, les collègues, que en fait, les planètes peuvent migrer, c'est-à-dire qu'elles peuvent se déplacer dans le système planétaire et devenir très, 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 très proches de leur étoile. Et elle n'est pas complètement évaporée. C'est possible. Enfin, ils ont dû se mettre à l'évidence, parce que de toute façon, ils l'observaient. Donc, il fallait bien qu'il y ait une théorie qui suive. Mais effectivement, ce n'était absolument pas prévu dans les premières idées. Donc, il y a ce phénomène de migration des planètes qui a été mis en évidence. Et donc, maintenant, on se rend compte que c'est finalement les systèmes planétaires quasiment les plus abondants. Alors, on peut se dire aussi, tiens,
Je vais faire une théorie donc, sur les exoplanètes. Voilà, les planètes géantes se forment loin, et puis elles migrent, et elles se trouvent proches de leur Soleil, de leur étoile. Et donc, en fonction de ces chiffres, je me dis, bah, il y a finalement beaucoup plus de Jupiter chaud et de grosses super-terres chaudes que du reste des planètes. Donc, il faut que ma théorie colle avec ça. Alors là, il faut faire gaffe au fameux biais de sélection. Je vais vous donner donc cette analogie de l'avion pour vous indiquer en quoi il faut faire gaffe aux chiffres. Pourtant, les chiffres, ils sont bons, hein. Il n'y a pas de souci, tout ça est vrai. Mais en fait, vous allez voir qu'il faut les déconvoluer de certains effets. Alors, l'analogie, ouverture de la parenthèse, c'était les gens, des militaires, hein, américains pendant la Deuxième Guerre mondiale, peut-être que vous connaissez cette histoire, qui se sont dit, on a marre d'avoir des avions qui se font shooter par les nazis, là, quand ils vont faire des raids au-dessus de l'Europe, et donc on veut renforcer nos avions. Sauf que pour renforcer les avions, ils deviennent plus lourds, et donc ils sont moins performants. Donc, il faut optimiser les renforcements. Donc, si on met des renforcements, des blindages quelque part, il faut en enlever ailleurs. Donc, il faut optimiser. Donc, ils ont embauché, enfin, réquisitionné des matheux du MIT, je crois. Tout ça est décrit dans un livre, hein, assez connu. Et donc, ils ont fourni les données aux gars du MIT, aux matheux, en disant, bah voilà les statistiques des impacts de balles des avions qui nous sont revenus. Bon, faites-nous une préconisation, nous on a nos petites idées, hein, mais enfin voilà, c'est vous les matheux, on va quand même vous demander votre avis, même si, bon, en gros, on sait ce qu'on doit faire. Parce qu'évidemment, on a envie de les mettre là où il y a les impacts. Donc les matheux réfléchissent, bon, machin, donc il y a un gars en particulier qui dit, bah ouais, il faut les mettre là où il y a un point rouge et tout. Ils rendent leur rapport et ils disent, pas du tout. Il faut les mettre là où il n'y a pas un point rouge, pas un seul. Alors les militaires sont un peu estomaqués, c'est une blague, c'est évident qu'il faut les mettre là où il y a des points rouges et tout. Il dit, bah non, vos données disent effectivement que les avions sont plus atteints là où les points rouges, mais les données, il y a aussi des choses qu'elles ne vous disent pas. Elles ne vous disent pas, par exemple, les choses qui sont arrivées aux avions qui ont été descendus, qui ont été abattus, parce que là, vous n'avez pas de données. Et les avions qui ont été abattus, bah, ils ne sont pas dans vos mesures. Et les avions qui ont été abattus, bingo, ils sont probablement atteints sur les moteurs et devant et derrière, là où il n'y a pas de point rouge, que là où vous avez des points rouges. Donc, il est vrai que les données vous disent des choses, mais les données aussi ne vous disent pas certaines choses, ce qu'on appelle les biais de sélection. Alors, il y a plusieurs noms, hein, effet du survivant, fonction de sélection, etc. Et nous, en astrophysique, c'est pareil. Donc, fin de la parenthèse. C'est pareil, nous, on voit des chiffres là qui sont réels, c'est les vraies mesures, mais ce n'est pas parce qu'il y a 0 en bas à gauche dans la zone froide et des militaires qu'il n'y en a pas. C'est tout simplement que nos instruments, à ce jour, sont pas assez performants pour mesurer là où il y a des 0 et des 1 et des 8 et des 10. C'est juste qu'on ne les voit pas, ils ne passent pas le seuil de la détection. Ils sont trop difficiles à voir pour nos télescopes et nos spectros en vitesse radiale. Donc, il faut faire gaffe quand on analyse des données, même en astrophysique, hein, qui est quand même une science assez carrée et propre et tout. Et ben, même là, on peut se faire avoir comme des bleus par des effets de sélection tout cons, de biais de sélection, quoi, en fait, hein. Donc, vos instruments doivent ne vous permettre de voir que ce qu'ils peuvent détecter, hein, puis ce qu'ils ne peuvent pas détecter, ben, ils ne vous le disent pas. Donc, nous, en cosmologie, on a l'habitude, on fait plein de simulations, etc., mais n'empêche que ce biais est toujours présent. Et pour finir sur les exoplanètes, c'est quand même un domaine sympa, et ben, voici une image donc, de l'observatoire où a été découverte cette exoplanète, et ça, c'est les photos que j'ai faites, parce que tous les ans, j'y vais avec mes Master 2. Alors, j'ai une petite vidéo que je pourrais vous montrer à la fin, mais je ne vais peut-être pas vous montrer là maintenant, où je montre les grands télescopes et comment on les utilise, voilà, avec les étudiants. Donc, vous voyez que recherche et formation, qui sont l'ADN de l'université en général, et l'université Paris-Saclay en particulier, c'est pas du pipeau, c'est du réel. Donc, on aime bien que au niveau, voilà, au niveau, tous les niveaux, mais en particulier au plus haut, hein, de la L3 jusqu'au M2, on vous mette en lien avec la recherche en train de se faire. Alors, je vous disais qu'on avait des problèmes avec les exoplanètes pour trouver comment elles se formaient. Alors maintenant, on a compris en mode simulation, mais c'est mieux quand on l'observe. Là, pour la première fois, avec ce télescope ALMA, qui est un télescope au sol, qui est donc contribution européenne, américaine et japonaise, hein, dans le désert d'Atacama au Chili, à 5500 mètres d'altitude. Il y a une soixantaine de radiotélescopes qui observent dans les ondes millimétriques. Pour la première fois, on a observé un disque autour d'une étoile, c'est le truc rouge en haut à droite.
Donc, vous savez peut-être pas, mais quand vous avez du gaz qui se met à tourner, hein, un peu comme les galaxies, ça se met à s'aplatir pour des raisons de conservation de moment cinétique et de force centrale. Et puis, donc, vous avez un disque, l'étoile est au centre, et puis autour se forment les planétissimaux, c'est-à-dire ce qui va donner naissance aux planètes. Et en se formant, en fait, les planétissimaux font le ménage sur leur orbite, et c'est là qu'ils accrètent de la matière pour former des planètes. Et là, bingo, vous voyez donc une étoile en formation au centre, et puis vous voyez des cercles concentriques, et on pense que ce sont des zones où il n'y a plus du tout de matière, et en fait, elle a été ces orbites ont été nettoyées par ce qui pourrait devenir des planètes. Alors les gens ne sont pas sûrs, mais ça va quand même dans la bonne direction. Et là, il y a un zoom. Voilà. Donc c'est quand même chouette de voir que la théorie, en tout cas dans certains cas, ça s'accorde avec les observations, et donc là, on ne peut pas avoir de migration, parce que ça met des millions d'années, mais en observant plusieurs types d'objets comme ça, on peut retracer toute l'histoire. Alors, les trous noirs, là, on va à des échelles plus grandes. Hein. Les trous noirs, c'est soit des résidus d'étoiles massives qui explosent, soit c'est carrément des zones supermassives au centre des galaxies. Et là, je crois qu'on va voir au centre de notre Voie lactée, c'est un film, c'est un time-lapse sur 16 ans. Regardez au centre, vous avez des mouvements d'étoiles absolument invraisemblables. Alors, je ne sais plus laquelle, je crois que c'est celle-là qui repart comme ça, puis il y en a une autre qui rebrousse chemin. Voilà, celle-là. Là. Ça va revenir une troisième fois. On va essayer de la regarder, je crois que c'est celle-là. Celle-là, je ne sais plus. Non, c'est celle-là. Ping, voilà. Donc, c'est le centre de notre Voie lactée. Donc, ça a donné le prix Nobel aussi aux collègues là, en 2020 sur les trous noirs. Je peux peut-être vous la remettre. Comme ça, voilà. C'est vu au centre de notre galaxie, donc à 7,5 kg/s, hein, donc typiquement 30 000 années-lumière de nous. Et sur 16 ans, ils ont observé des mouvements bizarres d'étoiles. Et ces mouvements bizarres ne sont explicables que par la présence d'un trou noir supermassif de l'ordre de millions de masses solaires en termes de masse. Parce que sinon, les étoiles n'auraient pas ce mouvement. Elles auraient des mouvements, vous savez, réguliers, elliptiques, etc. Donc, c'est la preuve qu'il y a un trou noir au centre de la galaxie, de notre Voie lactée, mais on ne le voit pas, mais on sait qu'il est là. Voilà. Une autre image qui est assez sympa, qui est là une véritable image, pareil, pris dans le millimétrique. Alors là, c'est avec un télescope qui a la taille de la Terre. Ça s'appelle de l'interférométrie millimétrique à longue base. Et donc, on voit vraiment le trou noir. Alors, en fait, on ne voit rien, parce que le trou noir, il est toujours là. Vous savez qu'un trou noir n'émet pas de... Enfin, il émet, mais c'est compliqué. Mais en tout cas, a priori, il n'émet pas grand-chose. Mais autour de lui, il y a de la matière qui arrive à toute vitesse, et ça fait comme un embouteillage, hein, un peu comme quand vous essayez de vider une baignoire d'eau et que vous avez un siphon, et que l'eau, elle ne met pas une seconde à sortir, elle met plusieurs minutes, et puis ça fait un tourbillon autour, parce que elle essaie d'y aller, mais il n'y a pas la place pour tout le monde. C'est un peu le même principe, là, c'est une sorte de tourbillon. Bon, c'est une mauvaise analogie, mais enfin, vous voyez l'idée. Et en fait, c'est un gaz qui s'échauffe à plusieurs millions de degrés, et c'est ça qu'on voit. Et pour la première fois au monde, on a vu, donc c'est dans une galaxie proche, hein, enfin à quelques millions d'années-lumière, on a vu enfin cette forme qui était prédite par la théorie depuis les late 70s, hein, depuis la fin des années 70, notamment par des chercheurs français, Jean-Pierre Luminet, Sarah Thibault d'Amour, tout ça, qui avaient prédit cette forme un peu de donut, qui est en fait un effet de relativité générale qu'on voit proche d'un trou noir. Donc c'est une très très belle image, qui est un peu difficile à interpréter comme ça quand on ne connaît pas, mais qui est vraiment une preuve là. On ne peut pas obtenir une image comme ça sans qu'il y ait un trou noir au centre. Donc les gens étaient très contents. Et puis, donc, comme il y a plusieurs institutions, hein, dont des Français qui ont participé et plein d'Européens, mais aussi les Américains, alors vous connaissez les Américains, ils ont fait de la pub. Et ils ont fait de la pub en disant, alors c'était le MIT en l'occurrence, je n'ai aucune action chez le MIT, hein, mais bon, force est de constater qu'ils font de la bonne pub. Il disait, voilà, pour la promotion des filles en sciences, hein, puisque vous savez qu'il y a cet enjeu d'autocensure dans les petites classes. Donc, il disait, voilà, en 69, il y a Margaret Hamilton qui a dirigé tout le développement informatique du code d'Apollo 11, enfin du module lunaire qui a permis aux astronautes d'allunir. Et donc, on la voit à gauche sur sa photo avec, vous savez, à l'époque, c'était des imprimantes. Hein. Donc, tous les codes qui ont permis de mesurer la trajectoire et puis de permettre aux astronautes de se poser. Et puis en 2019, donc Cathy Bowman, qui est une collègue, qui a aussi dirigé une partie du développement du software qui a permis d'obtenir cette image extraordinaire du trou noir. Et là, on la voit en photo avec les terabytes de données, enfin, avec des disques durs, parce qu'en fait, il y a eu des terabytes de données
observés, enfin accumulés depuis 7 télescopes différents, timés avec le GPS ultra précisément à la microseconde près, enfin même mieux qu'à la microseconde près. Et donc, il a fallu analyser tout ça. Et voilà, c'est elle qui a participé au développement avec plusieurs centaines de personnes. Mais enfin, voilà. Ils ont mis en valeur cette histoire que les filles en astrophysique et en sciences, ça marche aussi très bien et heureusement. Et si on continue l'histoire des trous noirs, en fait, on arrive aux ondes gravitationnelles. Alors là, c'est plus de la lumière qu'on observe, c'est vraiment une perturbation de l'espace-temps. Et maintenant, on connaît presque une centaine d'événements d'ondes gravitationnelles. Alors là, événements majeurs, ils ont eu le prix Nobel en 2017 pour la première détection en 2015. Et donc voilà, chaque carte d'identité de l'événement. Alors les événements, c'est quoi? C'est que vous prenez en haut 2 trous noirs, alors un de 40 masses solaires et un autre de 23 masses solaires. Vous les fusionnez. Donc, on appelle ça une coalescence, une fusion de trous noirs. Et cette fusion crée une perturbation d'espace-temps, vraiment une bouffée d'énergie qui se transforme en onde gravitationnelle qu'on reçoit. Alors, pourquoi il y a une bouffée d'énergie? Parce que 40 plus 23, vous avez probablement vu que ça ne faisait pas 61, ça fait 63. Donc, en fait, il y a l'équivalent de 2 masses solaires par an qui sont parties en ondes gravitationnelles. C'est un peu comme la physique atomique. Quand vous mettez des espèces subatomiques ensemble, il y a une énergie de masse, une énergie de liaison, ce qui fait que vous pouvez libérer de l'énergie et vous n'avez pas la somme totale. Enfin, voilà. Et vous avez aussi un autre type de… Donc, ce n'est pas du tout pareil que la physique quantique, mais enfin, le principe, c'est le même, c'est que voilà, il y a de l'énergie qui est libérée. Et à droite, c'est quand vous prenez un trou noir de masse 31 masse solaire et une étoile à neutrons, qui est donc un stade très avancé de densité de matière, mais qui n'est quand même pas à l'échelle d'un trou noir en termes de densité. Donc les étoiles à neutrons sont beaucoup moins massives. Mais ben voilà, vous faites un trou noir au final qui ne fait pas 32,2, mais bien 32 masses solaires. Et donc vous avez 0,2 masses solaires qui ont été émises sous forme d'ondes gravitationnelles et détectées par les Américains avec LIGO, mais aussi les Européens avec l'instrument Virgo. Pareil, Paris-Saclay, il y a plein d'équipes qui sont impliquées, et donc on a eu le prix Nobel par ricochet, même si c'est porté par 3 personnes. Et puis maintenant, les Japonais avec Kagra. Donc Virgo, c'est à côté de Pise, le détecteur européen. Et donc, c'est les gens du LAL, IGC Lab et du CEA qui participent à ça. Alors maintenant, quelques images, parce que quand même, on est là pour avoir des belles photos. Donc, petit intermède avec des photos de nébuleuses. Alors, ces nébuleuses sont dans notre Voie lactée, typiquement 1000, 2000, 3000, 10 000 années-lumière. Et c'est du gaz qui est illuminé par des étoiles jeunes. Donc là, c'est une nébuleuse qui a un nom particulier, nébuleuse du Lagon. Donc, ce sont des vraies images recolorisées en fonction des filtres qu'on a utilisés pour filtrer la lumière. Là, ce sont des amas d'étoiles, donc d'étoiles jeunes qui sortent de son nuage moléculaire, donc avec les aigrettes. Oui. Donc, c'est des effets de diffraction sur le télescope. Des belles images. Il y a aussi des belles nébuleuses avec… bon, c'est vrai que les images sont absolument épatantes, mais en plus, physiquement, elle est intéressante. On voit que les étoiles, c'est des étoiles jeunes ici, qui en fait expulsées par leur rayonnement de particules et de rayonnement UV très, très violent, qui ont en gros fait évaporer le nuage moléculaire dans lequel ils étaient. Donc, en fait, toutes ces structures un peu alignées, là, en fait, c'est des concentrations de matière qui sont en train de se faire complètement évaporer par du vent stellaire qui est en train de les éjecter, quoi. C'est assez cool. Voilà, une autre belle nébuleuse. Voilà. Là, on passe au niveau des galaxies, qui est donc l'échelle supérieure. Là, on parlait de milliers d'années-lumière et tout. Là, les galaxies sont à des millions d'années-lumière de nous. Chaque galaxie comprend 100 milliards d'étoiles, à peu près, c'est une moyenne. Et une galaxie pèse typiquement 10 puissance 11 masses solaires, parce qu'en fait, dans les galaxies, il y a de la matière noire. On ne sait pas ce que c'est, mais on est sûr que c'est présent. C'est une matière qui n'est pas visible, mais dont on voit les effets gravitationnels. Alors, il y a plein de types d'étoiles, je ne sais pas si vous voyez sur vos écrans, mais il y a des… Alors, c'est vraies images prises dans l'infrarouge par un de mes satellites favoris, sur lequel j'ai travaillé il y a 2 décennies quand j'étais à la NASA. Et donc, c'était pris par ce satellite dans l'infrarouge. Donc, des galaxies spirales, des spirales ici, éventuellement un peu irrégulières. Alors, les irrégulières sont en bas, et puis les elliptiques sont à gauche. Donc, des elliptiques, ça fait des gros, comme des ballons de rugby, quoi. Puis après, vous avez tout un tas de spirales avec des couleurs différentes, des barres, et tout ça. Voilà. Ça, c'est les galaxies, disons, locales qu'on observe.
Mais quand on observe très loin dans les confins de l'univers, on observe, alors toute cette image, c'est une des images les plus profondes jamais obtenues par l'humanité, hein, par le Space Telescope. Tout ce que vous voyez sur cette image, c'est des galaxies, sauf ça, qui est une étoile dans notre Voie lactée. Donc, il y a plus de 3000 galaxies sur cette image. Et là, elles ont des formes complètement pathologiques, certaines complètement perturbées, parce qu'elles sont lointaines et elles sont en train de se former. Et en se formant, elles ne sont pas très régulières. Et puis surtout, il y a beaucoup de fusions de galaxies, parce que l'univers était plus dense. Hein. Vous savez peut-être que l'univers est en expansion accélérée. Donc, en fait, la densité était plus grande à l'époque. Là, on parle des premiers 10% dans l'histoire de l'univers. Alors, on va encore plus loin et on va sur ce fameux rayonnement cosmologique. Donc, l'histoire de l'univers en 1 minute et demie, attention, vous êtes prêts. Donc, tout ça est corroboré par des théories, d'une part, mais par des observations qui confirment tout ou partie de ces effets. Je pourrais aller dans les détails, évidemment, parce qu'on ne voit pas ce qui s'est passé au Big Bang, hein, mais on a des effets indirects qui nous disent que ça aurait pu se passer comme ça. Ah bah, il y a une étoile qui apparaît parce que, elle est juste sur la ligne de visée, hein. C'est-à-dire que quand vous regardez un endroit du ciel, vous ne pouvez pas dire à telle étoile, pousse-toi de là, de mon image. Donc c'est une étoile qui est dans notre Voie lactée, un peu comme un nuage qui est devant vous, hein. Quand il y a des nuages, vous faites une photo, voilà, il y a des nuages devant vous, voilà. Là, il y a une étoile dans notre Voie lactée qui est devant nous, voilà. Donc celle-là, elle n'a rien à voir avec le schmilblick, mais bon, on peut pas la virer, quoi. Voilà, c'est ça. J'espère que ça répond à la question. Alors donc, l'univers a commencé par ce qu'on appelle le Big Bang, donc une quantité d'énergie absolument invraisemblable qui est libérée et une expansion très très forte de l'univers au tout début qu'on appelle l'inflation cosmique. Et je pourrais vous expliquer pourquoi on a dû invoquer ce phénomène. Parce qu'effectivement, l'histoire de l'univers paraît très bizarre, hein, ça, on est d'accord. Mais ce n'est pas parce que les astrophysiciens sont des gens perturbés ou pathologiques, ce qui peut éventuellement être le cas aussi, mais enfin, ce n'est pas juste à cause de ça, c'est parce qu'en fait, toutes les observations et les théories, pour les mettre bout à bout et que ça soit cohérent, on n'avait pas non plus 25 000 solutions. Donc c'est ce qui arrive, c'est un peu une sorte de Lego ou de puzzle qu'on a mis et puis qui est cohérent pour l'instant et qu'on n'a pas réussi à casser et pour l'instant marche. Voilà. Donc, on a pris ce qu'il y avait d'accessible. Donc, il y a une expansion extrêmement accélérée pendant les 10 puissance moins 35 secondes du début, l'inflation cosmique. Après, l'expansion continue mais se calme. Pendant les 3 premières minutes de l'univers, donc vous êtes très chaud, très dense, se forment les atomes d'hydrogène, d'hélium et puis un peu de lithium. Donc, ce soir, vous pourrez dire que tout ce qu'il y a dans votre corps en termes d'hydrogène, c'est-à-dire l'eau essentiellement, H2O, tout l'hydrogène que vous avez dans votre corps ou dans les boissons que vous buvez, a été synthétisé durant les 3 premières minutes de l'univers. Donc, on verra après qu'on est des poussières d'étoiles. Hein, tous les atomes plus lourds, hein, carbone, etc., ont été synthétisés au cœur des étoiles bien plus tard. Donc, on est des poussières d'étoiles. Hein, c'est Hubert Reeves qui dit ça. Mais moi, je rajoute, on est des poussières d'étoiles et des résidus du Big Bang, parce que tout l'hydrogène provient du Big Bang. Donc, vous voyez, même l'eau qu'il y a dans nos bouteilles, en fait, et l'eau qu'il y a dans notre corps, provient, en tout cas pour l'hydrogène, de ce qui s'est passé durant les 3 premières minutes de l'univers. Et ça, on en est absolument certain. Ou alors, il faut revoir toute la physique, ce qui est possible aussi. Mais enfin, bon, on ne va peut-être pas faire la révolution tous les matins. Donc, on prend la physique qu'on a et si ça marche, on garde. Donc, l'univers est en expansion. Il y a la nucléosynthèse primordiale, c'est-à-dire la synthèse des éléments légers, l'apparition de la matière noire, des photons, des neutrinos, etc. Et puis arrive un moment où l'univers à 3000 degrés, et la lumière peut enfin s'échapper de la matière, ce qu'on appelle le découplage, et c'est là où on peut voir la première lumière de l'univers, au sens où nous, on peut la voir. La lumière, il y en avait avant, mais on ne pouvait pas la voir, parce que l'univers était opaque. Un peu comme aujourd'hui au centre d'une étoile, on ne peut pas voir le centre d'une étoile, parce que c'est opaque au rayonnement, mais donc il y a de la lumière, hein, mais elle est perturbée, elle est diffusée, etc. Et donc, on peut voir en termes de lumière, le plus lointain qu'on puisse voir, c'est ce fameux fond cosmologique qui est relâché à peu près 390 000 ans après 380 000 ans après le Big Bang, enfin peu importe, 400 000 ans. Et donc, c'est ce qu'on observe avec le satellite Planck, j'y reviendrai. Après, donc, vous êtes dans un univers qui est moins de 3000 degrés, donc beaucoup plus bas que l'énergie d'ionisation de l'hydrogène. Il y a de l'hydrogène, de l'hélium, un peu de lithium, et puis de la lumière. Et donc, il ne se passe rien. Il faut attendre ce qu'on appelle les dark ages, les âges sombres. Il ne se passe pas grand-chose parce qu'il n'y a pas de lumière autre que le fond cosmologique. Il faut attendre l'arrivée des premières étoiles et qui vont rayoniser l'univers parce qu'elles sont très péchues, elles ont beaucoup d'UV, etc. On ne sait
pas vraiment comment elles se forment, ces premières étoiles. On a des idées, mais quand on les met vraiment sur le papier, il y a des problèmes pour former des premières étoiles. Ça paraît bête, mais à partir de l'hydrogène, c'est très, très dur de former des étoiles. Je pourrais rentrer dans les détails si vous voulez. Donc, mais bref, on y arrive manifestement, parce que bon, à un moment, il y a de la lumière et tout. Donc, ça rayonise. Et puis après, vous pouvez former donc, des galaxies, etc. Puis après, vous avez plus d'éléments lourds. Et quand vous avez des éléments lourds, hein, carbone, voilà, ce que vous voulez, oxygène, magnésium, machin, c'est plus facile de refroidir du gaz et donc former des premières étoiles, enfin des étoiles. Et puis après, les étoiles explosent. Donc, vous pouvez rajouter de l'énergie et aller au-delà du fer. Et donc, tout ce qui est au-delà du fer a été synthétisé dans les supernovae. Tout ce qui est en gros entre le lithium et le fer, c'est synthétisé dans les étoiles normales. Donc, tout ce dont le vivant est fait, un carbone, oxygène, azote, etc., cet est fait au cœur des étoiles, l'hydrogène ayant été fait au moment du Big Bang. Et tout ce qui est plus lourd que le fer, c'était fait dans les supernovae. Voilà. Et puis, donc, l'univers est en expansion, les galaxies se forment, et voilà. Donc, voilà l'histoire de l'univers. Là, on a mis Monsieur Planck, parce qu'on avait un satellite qui s'appelait Planck qui a observé tout ça. Alors, je vais peut-être passer, parce qu'il est tard. Voilà, donc on a observé, il y a quelques années, dans les années 90, cette première lueur de l'univers, qu'on appelle le fond cosmologique, qui a eu le prix Nobel à des collègues américains. Avec cette première, en gros, c'est une lumière qui baigne tout l'univers, c'est la lumière fossile de l'univers. Et ils ont observé à cette époque-là des débuts de petites variations qui sont toutes petites, hein, un cent millième en température. Et donc, on se dit, ça, c'était le début finalement de ce qu'est devenu les amas de galaxies et les galaxies aujourd'hui. Avec Planck, on fait beaucoup mieux. Donc, cette image représente en fait des variations de température de quelques centièmes de microkelvin. Enfin, c'est 300 microkelvin ici, plus ou moins. Donc, vous voyez en fait des variations de température dans l'univers très, très jeune. Et en fait, c'est tout l'univers jeune qu'on voit ici. Il n'y a pas encore de galaxies, il n'y a pas encore de planètes. On voit que du gaz qui est en vibration. Alors, on ne le voit pas parce que c'est une photo fixe, mais on voit des points chauds et des points froids qui sont complètement compatibles avec la théorie. Donc, on voit des bulles de vibration. Et ces bulles de vibration nous renseignent sur comment vibrait l'univers et donc quelle est sa composition. Parce que de même qu'une cloche sonne grave ou aiguë, dépend de sa taille et de ses modes de vibration propres, hein, pareil, les bulles, là, elles ne vibrent pas. Il y a une grosse bulle bleue ici, une grosse bulle rouge, orange ici, et des toutes petites dessous. Elles vibrent en fonction de la vitesse du son, enfin plein de choses. Donc, nous, on arrive à faire de la physique en fonction finalement, de la musique, en quelque sorte, de ces bulles. Et bon, évidemment, on n'entend rien, mais grâce au couplage matière-rayonnement, grâce à la lumière, on arrive à retranscrire tout ça. On fait mieux, on mesure de la polarisation. Je pourrais revenir, mais là, je vais faire court. Alors, c'est peut-être la seule slide difficile quand même. J'aime bien la montrer parce que ce n'est pas de la magie de la cosmologie. Hein. Parce que les gens me demandent, ouais, comment à partir de ça, vous arrivez à voir l'âge de l'univers et la composition en matière. Voilà, je vais vous le dire. Je vais vous dévoiler tous nos secrets. On prend cette image en haut à gauche du fond cosmologique, on la décompose d'une certaine manière. Alors pour ceux qui connaissent, qu'on fait de la physique atomique, c'est en harmonique sphérique. Alors ceux qui ne connaissent pas, ce n'est pas grave. C'est une sorte de transformée de Fourier qu'on fait pour avoir les modes propres, hein, en quelque sorte. Et ceux qui ne connaissent pas la transformée de Fourier, ce n'est pas grave, on décompose. Voilà. Parce que nous, notre théorie, c'est ce qui est sur le graphe en bas à droite. Notre théorie ne prédit pas l'image qui est en haut à gauche, c'est-à-dire là, il y a un point rouge, là, il y a un point bleu, il y a un point machin. Par contre, la théorie nous prédit une sorte d'histogramme de la répartition de ces points chauds et de ces points froids, ou de ces points surdenses et de ces points surdenses. Donc, il faut que nous, on transforme les données à gauche, c'est pour ça que je les ai opportunément mises à gauche, pour les rendre compatibles avec les modèles qui sont à droite. Donc, en fait, on passe nos données à gauche dans une moulinette qui les rend compatibles avec ce qu'on appelle ça un spectre de puissance angulaire, des fluctuations de température du fond cosmologique. Voilà, je vous ai dit la totale. On peut simplifier en disant spectre de puissance. Et donc, on met nos données là-dedans et nous, on fait tourner des milliers et des milliers d'univers en changeant les paramètres. Ici, on a mis une variation des baryons, c'est la matière ordinaire. Donc, on a des milliers et des millions d'univers avec des courbes différentes et on garde la famille de courbes qui ajuste mieux les données. Il n'y a pas qu'une courbe, il y a une famille de courbes parce qu'il y a des incertitudes, etc. Et donc, après, nous, cette famille de courbes, on la met dans ce plot en haut à droite où il y a 3 paramètres qui sont représentés. La constante de Hubble à gauche, enfin en Y, la densité de matière noire en X, et puis un truc qui est lié à l'inflation cosmique, hein, voilà, l'indice spectral des fluctuations initiales, voilà, au niveau de l'inflation cosmique. Et puis, tous les points que vous voyez là sur cette courbe en haut à droite, là, sur cette banane,
correspondent à un bon fit de nos données. Mais on voit que statistiquement, nous, on fait le pari que l'univers a plutôt choisi statistiquement ce qui était le plus probable au centre que les petits points qui sont éloignés là. Ça, c'est un pari d'astrophysicien. En fait, les petits univers qui sont dans les coins, là, ils marcheraient. Hein. Mais bon, nous, on dit que statistiquement, on préfère prendre ceux qui sont au centre. Donc, il y a un pari statistique. Et à partir de là, vous avez le camembert cosmique, donc, qui vous dit que l'univers, aujourd'hui, est composé de 5% de matière ordinaire, ce qu'on appelle matière baryonique dans notre jargon, d'à peu près un gros quart de dark matter, donc matière noire, froide, donc une matière qu'on ne connaît pas, mais qui gravite et dont on voit les effets indirects, et puis une dark energy, donc une énergie sombre, qui est liée à l'expansion accélérée de l'univers, donc qui n'a rien à voir avec la matière noire, hein, c'est vraiment un fluide cosmique, alors c'est pas facile à expliquer ni à comprendre, mais c'est quelque chose qui est présent dans l'univers, qui provoque cette expansion accélérée, parce que les physiciens n'aiment pas quand il y a une accélération, que ça soit dû à rien du tout. Donc, on a inventé cette énergie sombre pour dire c'est dû à cette énergie sombre, même si on ne sait pas ce que c'est, mais parce que nous, on n'accepte pas l'idée qu'une accélération sans énergie. Voilà. Donc, oui, la physique, c'est facile. Et donc, ça, c'est ce qu'on a publié avec le satellite Planck il y a maintenant 2-3 ans. Je vous passe les détails, mais regardez la case en rouge. On a mesuré l'âge de l'univers avec une précision de 0,15%. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a mesuré scientifiquement, hein, parce qu'après, on peut croire aux astres, croire à je sais pas quoi, à la fumée blanche, enfin ce que vous voulez, mais on n'était pas dans ce cadre-là, évidemment. On peut mesurer l'âge de l'univers à voilà, 13,79 milliards d'années, plus ou moins 0,023, donc très, très grande précision. Donc, pour la première fois, on a une précision ultra grande sur tout un tas de paramètres cosmologiques. Et voilà. Je finirai par la matière noire en disant qu'on peut la voir. Voilà les effets de la matière noire à droite dans ce fameux spectre de puissance que je vous montrais. Hein. Donc, en fait, on peut mesurer très précisément les effets. Dans vos modèles, vous mettiez de la matière noire à droite, de la matière ordinaire à gauche, et vous voyez que dans cette évolution hein, de quantité de matière de chacune des sortes, elles ont des effets différents sur le spectre de puissance. Donc, c'est pour ça qu'on voilà, fait tourner nos simulations, on minimise et on fit et ça marche tout seul. Alors, voilà comment ça marche dans nos données Planck. Sans rentrer dans les détails, hein, vous avez voilà, l'échelle sur le ciel en X et puis l'intensité des fluctuations en Y. Ce qui est important de noter ici, c'est juste les points rouges, ce sont les données. Et voilà le modèle qu'on ajuste sur les données. Le modèle marche parfaitement. Donc, quelque part, on était un petit peu déçu avec Planck parce qu'en fait, on a conforté le modèle cosmologique qui existait avec matière noire et énergie sombre, même si on ne sait pas ce que c'est. Enfin, voilà, ça marche aux petits oignons, ça marche super bien. Et voilà la carte de matière noire qu'on a sortie il y a quelques années et qu'on a raffinée entre-temps. La matière noire présente dans l'univers, alors en position seulement, pas en distance, parce que ça, on ne peut pas le savoir. Et quand on ne savait pas mesurer, on a mis du gris, parce qu'évidemment, on ne peut pas mesurer partout. Et donc, on s'est amélioré entre-temps, et on peut voir la carte projetée de matière noire dans l'univers grâce à Planck. Et je vais finir par, je crois, l'expansion accélérée de l'univers, qui a donné lieu aussi à des prix Nobel en 2011. Je vous passe les détails, hein, je ne vais pas trop vous décrire comment on fait, mais en gros, on a mesuré depuis 1998 que l'expansion n'était pas à un taux normal, mais il semblerait que l'expansion soit accélérée. On ne comprend pas pourquoi, mais en tout cas, ça a été confirmé depuis. Donc, on se met dans ce paradigme aujourd'hui où on dit que l'expansion est accélérée parce qu'on on le mesure et on ne sait pas pourquoi. Pour comprendre simplement, même si ce n'est pas très exact, il y a deux familles d'explications. La première, c'est de dire que, effectivement, il y a une énergie sombre qui est présente dans l'univers et qui provoque cette expansion accélérée. Ça, dans les équations, c'est tout à fait normal, même si ce n'est pas hyper simple à comprendre. Et une autre, disons, explication plus imagée, qui ne fait pas du tout consensus, mais qui existe, c'est de dire, en fait, on est dans une partie de l'univers qui est un peu sous-dense par rapport à la moyenne, même si nous, on ne peut pas le voir. Et donc, sur les bords de ce qu'on ne peut pas voir, il y a plus de matière et donc ça attire par gravité. Et donc, nous, on voit quelque chose comme une expansion accélérée. En fait, c'est juste que les bords de notre univers visible sont attirés par ce qu'on ne voit pas qui est derrière. Voilà. Bon, je ne sais pas si ça vous embrouille plus ou ça vous c'est clair, mais enfin voilà, c'est une des idées. Et puis ça, c'est des mesures pour que je passe. Et je vais finir par l'avenir très proche en termes de mission spatiale, qui est Euclide, dont j'ai déjà un tout petit peu parlé au début, qui va permettre de mesurer la matière noire et l'énergie sombre grâce aux milliards de galaxies qu'on va observer grâce à cette mission européenne, voilà, avec une contribution américaine, mais quand même qui est sous lead européen, et dans laquelle Paris-Saclay est très impliqué. Voilà, ça existe même vraiment, hein, voilà, le vrai télescope qui est intégré chez les industriels. Nous, on fabrique les instruments, mais les industriels font l'intégration.
Et voilà, ça, c'est nos instruments. Voilà, donc il y a vis à gauche, hein, et puis la partie qui a été faite à l'IS, elle est, je crois, elle est cachée. Non, je crois qu'elle n'est pas mise. Si, elle doit être là. Bon, je ne la retrouve plus. Je crois qu'elle doit être à gauche là-bas. Puis ça, c'est l'instrument solide français, hein, les équipes de Marseille, instrument infrarouge. Voilà, donc oui, c'est beau, c'est pas très gros, parce que quand même aller dans l'espace, il faut quand même que ce soit. Mais voilà, il y a plein d'ingénieurs techniciens qui travaillent et tout, et c'est cool. Et donc, toutes ces histoires de matière noire, d'énergie sombre et tout, ont été faites, ont été rendues cohérentes de manière théorique par Jim Peebles, qui a donc partagé le prix Nobel. J'ai mis à gauche, hein, ses contributions, je ne vais pas rentrer dans les détails, parce qu'il commence à être tard. Mais voilà, donc il y a eu des belles contributions. Et puis James Webb, qui a été mis en orbite donc le 25 décembre dernier. Alors, je vais finir par vous dire que l'astrophysique et la science en général, hein, mais l'astrophysique en particulier, c'est une science, voilà, une science concrète, une science avec tous les attributs scientifiques de théorie et d'observation. Mais on a cet avantage qu'on produit aussi des belles images, qui sont des images scientifiques, mais qui parcourent le monde. Donc, vous avez peut-être déjà vu ces images de Hubble qui inspirent. Vous avez peut-être vu cette belle image de coucher de soleil. Ce n'est pas mes vacances, mais c'est un coucher de soleil pris sur la planète Mars. Alors, peut-être que depuis que je vous dis, vous avez changé de regard sur cette image, hein, même si c'est une image de coucher de soleil. Voilà, cette image est utilisée scientifiquement, hein, pour voir la diffusion des poussières de l'atmosphère dans l'atmosphère martienne. Mais il y a aussi un côté esthétique absolument indéniable. Donc, la puissance de la science, c'est aussi que ça excite l'imaginaire, ça suscite de l'imaginaire. Et l'humain en a besoin. J'ai aussi cette image que j'aime beaucoup, prise depuis la planète Mars. Et ben, ce qu'on voit, ce petit point blanc, c'est la Terre. Donc, la science permet aussi de répondre à des questions du type voilà, où sommes-nous, d'où venons-nous, quelle est notre place dans l'univers. Alors, c'est aussi des questions philosophiques, hein, mais la science peut aussi donner un cadre en disant bah, voilà, on est dans un univers en expansion qui a été créé il y a 13,79 milliards d'années, plus ou moins 0,15%. Voilà, il y a de la matière noire, etc. Et après, libre à l'humain de faire ce qu'il a envie, de la philosophie, de la métaphysique, de déprimer, d'être content, de faire de l'art, de faire voilà, de la musique, etc. Mais vous voyez que finalement, la science participe aussi de la conception du monde que nous avons les humains. Je ne dis pas que c'est plus important, mais ce n'est pas moins important que le reste. Donc, c'est important aussi d'avoir une vision, disons, humaniste de notre vision de l'univers avec de l'art, de la science, de la solidarité, de l'humanité, mais aussi de la science. Donc, j'espère que cette image du satellite Planck participe aussi de notre vision commune de l'univers, même si on ne comprend pas tous les détails. Hein, voilà. Et puis, je finirai, et c'est promis, je crois que c'est la dernière, qu'on peut aussi partager la science à des occasions assez improbables. On avait accueilli à l'Université Paris-Sud à l'époque, hein, avant de devenir Paris-Saclay, des réfugiés afghans, érythréens, soudanais, maliens, et j'en oublie. Et donc, quand j'ai su ça, moi, j'ai tout de suite mis en place, parce que je m'intéresse aussi à la culture dans cette université, et donc j'avais mis en place des rencontres avec les réfugiés, et donc je leur ai organisé des Star Parties, donc des soirées astro, où bah, je monte le fond cosmologique. Là, donc voilà, si on m'avait dit, si un jour je parlais du fond cosmologique à des réfugiés comme ça, au débeauté, bah là, je n'aurais pas cru, mais en fait, ça s'est fait. C'était très sympa. On a observé les planètes, les étoiles et tout. On a fait du jazz, enfin, pas moi, parce que je ne sais pas en faire, mais enfin, voilà, des gens ont fait. Il y a eu des matchs de foot, des bulles géantes, enfin, il y a eu tout un tas de trucs. Et donc, on voit qu'effectivement, la science fait partie en fait, d'un contexte culturel, et vraiment, la culture nous rapproche. Hein, on a tous les mêmes envies de stabilité, d'amour, de vivre bien, tranquillement, voilà, sans avoir des bombes ou des gens qui nous courent après chaque matin. Et donc, on voit que la science fait aussi partie de la culture et permet aussi une inclusion, parce que la curiosité, finalement, est probablement la chose la plus partagée en ce bas monde. Voilà, merci de votre attention et désolé d'avoir été un peu long. Est-ce que le fait de savoir tout ça, ça change votre vision du monde ou est-ce que c'est quelque chose de très abstrait et dans la vie de tous les jours, enfin, vous avez votre travail où vous travaillez sur la physique et l'univers et qu'en fait, ça ne change pas votre vision du monde. Enfin, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois tout à fait, oui. Alors, c'est sûr que ça aide à avoir un certain recul sur. Après, bon, il y a des gens qui sont astrophysiciens et qui sont déprimés aussi, hein, mais enfin, ça sert quand même à avoir un certain recul, indéniablement.
Après, donc oui, ça sert à avoir un certain recul. Après, bon, c'est un objet d'étude. C'est-à-dire que moi, mes galaxies, oui, je suis fasciné. Quand je vois une première fois l'image qui vient du satellite qu'on vient d'envoyer, je suis complètement voilà, excité, tout, voilà, je suis fasciné et tout. Après, ben, on fait des mesures, on s'excite, on n'est pas content. Merde, j'ai pas réussi à mesurer ça. Pourquoi on ne comprend pas ça? Enfin, après, ça devient un truc, disons, une activité scientifique tout à fait normale. On arrive quand même à découpler. Mais c'est vrai que quand on voit qu'on arrive à mesurer ce qui se passe 10 puissance moins 35 secondes après le Big Bang, on se dit, waouh, je fais un métier cool quand même. C'est-à-dire, il y en a, voilà, il y en a qui font peut-être des métiers moins sympas. Bah, moi, je fais un métier cool. Voilà. Ce n'est pas tous les jours qu'on mesure l'âge de l'univers, mais ou pareil qu'on envoie le James Webb ou bientôt Euclide ou Planck, etc. Pareil, bosser avec des ingénieurs qui connaissent l'instrument alors qu'il est à 1,5 million de kilomètres de nous et qu'il est dans le froid, dans le chaud, etc. Et puis qu'on arrive à mesurer des trucs voilà, qui viennent du fin fond de l'univers. Bon, c'est absolument fascinant. Donc, c'est vrai qu'il y a une excite. Ça ne change pas ma vision du monde, mais ça rend le quotidien… en fait, on s'habitue à l'extraordinaire. C'est ça qui est épatant. Mais l'extraordinaire est toujours extraordinaire, je confirme, hein, même si on est habitué. C'est vrai que quand les gens viennent ici, parce que bon, parfois je fais des visites et tout, les gens sont complètement avec des yeux comme ça. Et alors nous, on n'a plus les yeux comme ça, même si on est habitué, mais on mesure notre chance. Donc effectivement, on a du recul par rapport voilà, aux problèmes de société, même si on en fait partie, et aux petits problèmes, etc. Bon, après, on a nos problèmes aussi, hein, voilà, on est des gens normaux. Et puis, parfois, les gens nous posent la question, oui, est-ce que voilà, Dieu dans tout ça, est-ce que votre vision de l'origine de l'univers, etc. Alors, oui, merci d'avoir reposé la question parce que j'allais oublier. En fait, bon, moi, j'ai très peu de collègues qui ont une foi, hein, quelle qu'elle soit d'ailleurs. Hein, j'ai tous les types. Hein, voilà, il y a des juifs, des musulmans, des catholiques, etc. Donc, il y a peu de collègues qui ont une foi, mais il y en a. Hein, donc, ça existe. Hein, et ce n'est pas du tout incompatible avec la science parce qu'on voit bien que là, je veux dire, la foi, elle n'a juste rien à dire là-dessus. Hein. Par contre, la foi, la science ne répond pas à des questions du type est-ce que je fais du bien, est-ce que je fais du mal, quel est le but de ma vie? Ça, la science, ça ne répond pas à ces questions-là. Hein. Donc, il y a vraiment de la place pour les deux, même si moi, je ne suis pas du tout, voilà, je n'ai pas de foi, je parle religieux, etc. Moi, ça m'est complètement étranger. Mais puis, j'estime que je n'ai pas besoin de ça, mais je suis tolérant envers les autres. Tant qu'on ne m'embête pas, je suis tolérant. Et donc, on voit qu'il y a de la place pour tout un tas de théologie, dans la mesure où ça ne se télescope pas, justement, et où on reste dans le cadre de chacun, c'est-à-dire, effectivement, la science ne va pas répondre à pourquoi je vis, pourquoi la vie est là, quel est le sens de la vie. Ça, la science, elle s'en fout éperdument, et tant mieux. Donc, il y a de la place pour chaque chose. Donc, après, chacun a sa réponse, mais effectivement, on ne mélange pas les deux, même si certains ont une foi et font les deux. Entrons dans le dur, dans le très dur du sujet. Alors, vous avez un univers en expansion. Donc, ce que vous voyez, déjà, ce que vous voyez de l'univers n'est pas tout l'univers, je confirme. Vous ne voyez que ce qui vous est parvenu par la lumière. Et ce qui vous est parvenu, c'est des photons qui ont mis du temps à vous parvenir. Par exemple, alors si on était en présentiel, hein, imaginons dans un amphi, moi, je vous verrais tel que vous étiez il y a une fraction de seconde, le temps que la lumière frappe votre visage et me parvienne et soit détectée par mes yeux. Mais imaginez si vous êtes sur la Lune, hein, la Lune, là, enfin là c'est la nouvelle Lune, donc on ne va pas la voir ce soir, mais la Lune, on la voit telle qu'elle était il y a une seconde, parce que la Lune est à 1 seconde lumière. Le Soleil, il est à 8 minutes lumière. C'est-à-dire que si jamais il s'éteignait, hein, vous avez dû apprendre ça quand vous étiez petit, s'il s'éteignait brutalement, on ne le verrait que 8 minutes plus tard, le temps que la lumière se propage. Les galaxies que je vous montrais, là, Andromède, elle est, je crois, à 1,5 million d'années-lumière. Donc, si jamais elle s'éteignait, évidemment, c'est impossible, mais faisons cette expérience de pensée. Si elle s'éteignait, voilà, il faudrait 1,5 million d'années pour qu'on le voit. Et ben, on peut prolonger. Imaginons qu'il y a un truc qui soit émis il y a 13,79 milliards d'années, qui correspond à l'âge de l'univers. Donc, ça existe, hein, c'est les photons du fond cosmologique. Eh ben, on ne peut pas voir plus loin que ces photons parce que le temps qui nous parviennent, c'est l'âge de l'univers. Et donc, on pense voir qu'il y a des galaxies qui sont probablement beaucoup plus loin que cet âge-là, mais nous, on ne les verra jamais parce que voilà, la lumière ne nous est pas encore parvenue. Par ailleurs, on a vu sur cette image du fond cosmologique, que je peux peut-être vous remettre, que l'univers est très homogène. Je vais vous mettre juste celle-là, je vais vous repartager. Je vais vous repartager.
Cette image-là nous montre, malgré les couleurs qu'on a prises pour justement exacerber les différences. En fait, la différence, c'est moins de 300 millionièmes de degrés, donc c'est absolument rien. Donc l'univers est super homogène. Certains, je pourrais aller en plus dans les détails, mais qu'il y a d'autres zones qu'on ne voit pas, et statistiquement, elles vont se ressembler, parce qu'il n'y a pas un mur, ou voilà, comme les platistes, et voilà, la Terre n'est pas plate, et après on tombe derrière. Donc il n'y a pas un moment, un mur dans l'univers qui me dit non, non, il ne se passe plus rien, etc. Pour être précis, cette image-là de l'univers, en fait, ce qu'on voit de l'univers est beaucoup plus grand que la zone qu'on voit aujourd'hui. C'est à cause de l'expansion de l'univers, quand on voit dans le passé, on voit des zones beaucoup plus grandes. Alors, je ne veux pas finir de vous embrouiller, mais voilà, c'est de la cosmologie voilà, qui est très bien décrite, mais qui n'est pas hyper simple à ressentir comme ça de manière intuitive. C'est un peu comme la physique quantique. Quand vous parlez de physique quantique, avec voilà, les paquets d'ondes, les effets tunnels, tout ça, c'est un petit peu chaud disons, à intuiter, mais en fait, ça marche très bien dans, voilà, on appelle la métrique de Friedman-Robertson-Walker. Vous prenez voilà, un cas de relativité générale dans un univers en expansion, ça se passe assez bien pour décrire tout ça. C'est lié à l'analyse des données qui vont provenir de James Webb. Là, j'ai des observations sur James Webb, là, on ne sait pas quand, mais probablement au mois de novembre. Donc, on va découvrir des nouvelles galaxies, on va mieux les comprendre. Et puis, avec Euclide, là, on va avoir une statistique sur quasiment tout le ciel pour comprendre tous ces trucs de matière noire. Enfin, comprendre, je ne sais pas si on va y arriver, mais en tout cas, beaucoup mieux contraindre les modèles de matière noire et d'énergie sombre. En fait, notre job, c'est comme je dis dans mon bouquin, c'est qu'on est des tueurs de modèles. C'est-à-dire qu'avec nos données, on essaie c'est dur à dire, mais de limiter la créativité de nos collègues, qui ont plein d'idées, collègues théoriciens, qui ont plein de théories, plein d'idées dans tous les sens. Et nous, on essaie un peu de mettre de l'ordre là-dedans, en disant non, mais calmos, voilà, c'est plutôt comme ça. Et donc de canaliser leur énergie vers ce que les données nous disent, ce que l'univers nous dit. Et donc, c'est ça qu'on essaie de faire. Donc, on pense que les sujets qui vont émerger les années prochaines, ça va être tout ce qui est exoplanètes, donc plus de découvertes et mieux comprendre leur atmosphère, etc., leur type. Alors, la mission Euclide, effectivement, donc la mission Euclide qu'on va lancer, normalement, c'est avril 2023. Mais enfin, voilà, je suis suffisamment vieux dans le spatial pour savoir que les bonnes dates sont quand le truc part. En fait, on va avoir 2 caméras qui vont faire des images de à peu près le tiers de tout le ciel. Pourquoi le tiers? Parce qu'à un moment, il y a la Voie lactée qui nous gêne, et puis il y a d'autres zones qui nous gênent. Donc, on faudrait vous rappeler la poussière, là, donc on va éviter ces zones-là. Nous, on veut voir les galaxies très lointaines, donc on va prendre les zones les plus propres du ciel, et on va faire des images pendant 5 ans de à peu près 15 000 degrés carrés, donc c'est à peu près le tiers du ciel. On aura des milliards de galaxies dans nos images. Et moi, je suis un des responsables du segment Sol, c'est-à-dire de l'analyse des données, et on va classifier toutes ces galaxies, essayer de trouver leur distance, parce qu'on a des moyens, voilà, avec les couleurs, etc., de trouver leur distance avec une certaine précision. Et en fonction de ça, on va mesurer plusieurs choses. Pour faire simple et court, on va mesurer la forme des galaxies pour voir l'effet de leur perturbation sur les images à cause de la présence de matière noire. Vous vous rappelez peut-être au début de la conférence, j'ai mis l'image d'une galaxie toute tordue devant un amas de galaxies, enfin, derrière un amas de galaxies. Donc en fait, c'est la masse qui perturbe l'image, et on va mesurer ça avec un degré de raffinement et de sensibilité jamais atteint. Et donc on pourra mesurer la présence de matière noire dans des millions de galaxies, chose qu'on a déjà faite. Enfin, ce que va faire Euclide, ce n'est pas nouveau, c'est juste hyper mieux et hyper plus précis. Donc, on l'a déjà fait sur quelques galaxies, mais enfin, bon, là, on ne peut pas faire un modèle sur toute la matière noire dans l'univers avec juste 10 galaxies, quoi. Donc là, on va jouer sur l'effet statistique, aller beaucoup plus loin, dans beaucoup plus de types de galaxies. Vous vous rappelez les effets de sélection. Donc là, on va vraiment minimiser les effets de sélection. Donc ça, c'est pour la matière noire. Et pour l'énergie sombre, on va mesurer le taux d'expansion de l'univers avec un degré, pareil, de précision absolument hallucinant. Et donc, pour cela, on utilise une technique, la corrélation des galaxies, c'est-à-dire que voilà, les galaxies ne sont pas réparties aléatoirement dans l'univers, elles ont des regroupements même très ténus, et ça, nous, on peut le mesurer avec des fonctions de corrélation. Et donc, on va mesurer, grâce à ces fonctions de corrélation, le taux d'expansion de l'univers à plusieurs époques cosmiques, en gros, typiquement jusqu'à la première moitié de l'âge de l'univers, enfin, la dernière moitié de l'âge de l'univers. Et grâce à ça, on va avoir une mesure très précise de comment l'univers a accéléré son expansion,
parce que ces mesures-là, on les a quasiment pas aujourd'hui. Et comme je vous disais plus tôt, les théoriciens ont plein d'idées dans tous les sens et ils prévoient plusieurs types d'expansion de l'univers, et d'expansion accélérée, bien sûr. Et donc, en mesurant ce truc ultra précis, on va permettre, pareil, de faire le ménage dans les modèles des collègues théoriciens pour dire, bah voilà, maintenant, il faut que vos modèles ils rentrent dans les barrières d'erreur de ce qu'on va mesurer du taux d'expansion accélérée de l'univers. Donc voilà, donc ça va prendre 5 ans et demi de mission. On va relâcher les données tous les 2 ans, 2-3 ans à peu près, parce qu'évidemment, plus on va acquérir de données, accumuler de données, plus les résultats seront précis, un peu comme Planck, quand on a fait 3 ou 4 releases. Et donc, la première release est prévue, je ne sais plus, en 2025 ou 2026. Et puis voilà, vous aurez des belles images, on va faire des atlas, tout ça, plein de belles images.